Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo collection sur les full sets des 25 ans. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de série print qui n'a d'ailleurs jamais été réimprimé parmi les displays. Il n'y en a eu que 5 pour les collections des 25 ans sur 6. Je veux bien sûr parler de la crise des ténèbres. Cette extension est extrêmement emblématique, surtout pour les collectionneurs. Même les reprints sont quand même assez cher. Je vais pas vous mentir que compléter le full set sur cette extension particulièrement, ça m'a coûté un rein, je vais être honnête. Donc évidemment, cette extension est très emblématique pour les collectionneurs. Il n'empêche qu'il y a quand même à l'intérieur quelques petites pépites qu'on va retrouver soit dans l'animé, majoritairement d'ailleurs, soit même un petit peu dans le jeu. Mais vous inquiétez pas, on va s'attaquer tout de suite à tous ces petits détails. On commence comme d'habitude assez fort avec une secret rare, le Seigneur Vampire, qui est ma foi une carte qui vaut que dalle. Alors les secrets rares pour DCR, elles sont limite données. C'est 5-10 € grand max. Il y a des ultra rares qui valent 10 fois plus. J'ai bien dit 10 fois plus. C'est aberrant les prix de certaines cartes de cette extension. Vraiment, alors qu'elle est réimprimée d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu de display, donc bon. C'est d'ailleurs cette extension en parenthèse qui va marquer un espèce de crossover entre les animés Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! GX. On a certaines cartes qui vont maintenant aussi apparaître dans Yu-Gi-Oh! GX, d'ailleurs bien plus dans cet animé-là. C'est le cas du Seigneur Vampire. On le voit apparaître seulement une seule fois dans Monster Duel. Elle est jouée par Kaiba d'ailleurs, mais on la voit 3 ou 4 fois dans Yu-Gi-Oh! GX. Après, désolé, ça va commencer très très mal pour une secret rare, mais honnêtement, elle est oubliable cette carte. Je m'en rappelle pas des masses. Est-ce qu'elle est jouée dans le jeu? Pas forcément, c'est pas une carte marquante. Donc le Seigneur Vampire, on va commencer par le bolosser. Et ce sera pas le seul d'ailleurs, parce que les deux prochaines cartes, le footballeur de combat et le chien Ninken, sont clairement des cartes dont je n'ai jamais entendu parler. Donc clairement, je suis désolé, on sait tous où ça va finir. Le footballeur et le chien, c'est jamais entendu parler miskin. Par contre, et là ça en étonnera peut-être certains, surtout si vous n'avez pas vu l'animé, mais le singe acrobate, eh bien lui, il va avoir sa petite mention honorable parce que dans la saison 3, lorsque Yugi et ses potes sont coincés dans le monde virtuel de Noah Kaiba, Tristan, ce pauvre Tristan, à un moment va être enfermé, bloqué dans le corps de ce macaque. Et très honnêtement, eh ben, c'était une séance d'épisodes plutôt drôle. Rien que pour ça, du coup, il va avoir sa petite mention honorable pour l'animé. Derrière, on va retrouver une série de cartes qui caractérisent un personnage de la saison 4 qui s'appelle Raphaël. Ça va être les cartes autour des gardiens. C'est un archétype un petit peu particulier. Donc on va avoir l'invocateur de l'arsenal qui va permettre justement d'aller chercher un de ces gardiens. Hormis tout cela, comme par exemple le gardien celte, dragon et les gardiens de la forteresse, etc., etc. Il y a des noms que vous reconnaissez parmi ça. Mais on va avoir le gardien Elma, qui va être joué du coup par Raphaël. C'est littéralement le bras droit de Darts. Dans la saison 4 de l'animé, où justement il va y avoir tout ce plot autour du sceau de l'oricalque, de l'Atlantide, etc., etc. Donc gardien Elma, le gardien Syl, et là on commence à rentrer dans les cartes qui valent très cher pour la collection. Le gardien Graal, tout ça c'est des cartes jouées par Raphaël, ça fait partie du même archétype. Et le gardien Baou, tout ça, comme je vous le répète depuis quelques cartes et j'ai l'impression que vraiment je tourne en boucle, ça va être des cartes assez emblématiques. On va les voir à énormément de moments de l'animé. Le personnage de Raphaël est récurrent dans cette 4e saison de l'animé. Donc bien sûr, vous vous doutez bien d'où ça va terminer. Avant de rentrer d'ailleurs ces cartes dans le petit tableau tier list que vous avez l'habitude de voir, j'ai failli bolosser le gardien Kest et le gardien Triss, qui sont aussi deux cartes importantes jouées par Raphaël. Donc toutes ces cartes, évidemment, vous doutez bien qu'on va les glisser dans emblématique pour l'animé. Ça fait un joli paquet de cartes pour commencer cette catégorie. Je vous avoue que c'est comme une mini accélération et c'est la première de cette série de vidéos où on va avoir d'un coup autant de cartes pour cette catégorie d'emblématique. On va passer du côté bataille-ville un petit peu de cette extension avec le cybermaraudeur. Alors pour ceux qui ont vraiment une bonne mémoire, c'était joué par Esparo, l'adversaire de Joey à un moment qui faisait genre, qui disait dans son esprit, alors qu'il avait juste un de ses frérots planqué quelques kilomètres plus loin avec une maxi paire de jumelles et qui du coup voyait la main de Joey. Il a quand même gagné le book. Il a quand même beaucoup de chance, c'est ce qui caractérise ce personnage. Donc ça a été joué dans un épisode par ce personnage. Est-ce que pour le coup on s'en souvient? Pas vraiment, alors on va le mettre un petit peu dans oubliable avec le Seigneur Vampire. Par contre, une autre carte un peu plus emblématique, c'est le Reflect Bounder. Ça, elle a beau apparaître très peu dans l'animé, je m'en souviens
Très bien, cette carte est assez emblématique, elle va juste renvoyer l'attaque des monstres de l'adversaire, un peu comme une force de miroir. Alors je crois que dans l'animé et dans le jeu, sur le papier, eh bien l'effet n'est pas le même, mais en tout cas cette carte elle était quand même vachement cool à voir à l'œuvre dans l'animé, rien que pour ça, vous vous doutez bien. On va la glisser après tous les gardiens dans emblématique pour l'animé. Et elle ne sera pas toute seule parce qu'elle va être rejointe tout de suite par le petit gardien ailé, carte emblématique de Joey Wheeler, qui va beaucoup apparaître à partir de Batailleville, qui va énormément aimer jouer avec le spadassin de Landstar d'ailleurs, et donc pour ça on va bien sûr le mettre juste à côté de ce petit réflecteur. On va repasser dans une autre catégorie avec le lutin sauvage Death. Alors là, pour les vrais, vous savez que cette carte elle a été jouée par Kaiba, et est-ce qu'on s'en souvient pour autant? Pas forcément. Du coup bien sûr elle est un peu oubliable cette carte. Je ne sais pas si ça va s'entendre en vidéo, mais il y a eu une alarme qui s'est déclenchée quelque part dans le quartier, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc on va faire avec. Derrière le lutin sauvage Death, on va avoir le dragon extradimensionnel. Alors ça encore une fois, pour les vrais, vous vous souviendrez que c'est une carte jouée par Kaiba, plus particulièrement à la fin de la saison 3 quand il affronte son petit frère, Noah, ou son grand frère, je sais plus d'ailleurs, c'est un peu chelou vu qu'il n'a pas vieilli dans le monde virtuel, je crois que c'est son grand frère, et il va la sortir à de multiples reprises, mais d'abord contre cet adversaire. Est-ce que pour le coup on s'en souvient, à part un fou de l'animé comme moi? Eh bien pas vraiment, mais elle a le mérite d'être là, donc on va quand même la mettre dans oubliable. Et derrière, messieurs dames, on va passer à la pépite de cette extension, que j'ai eu la chance infinie d'ouvrir dans un booster, comme ça, première vidéo du grand opening pour ceux qui étaient là, et c'était bien sûr un moment incroyable avec Shinato, le roi d'un plan supérieur, le Saint Graal parmi les Saint Graal des cartes de collection, que les bons collectionneurs de rétro s'arrachent, qui est quasi introuvable, super dur à choper cette carte. C'était la parenthèse collection, on n'est pas là pour ça. Cette carte, elle va être énormément emblématique dans l'animé. C'est le Big Boss, le monstre final utilisé par Noah, le frère de Kaiba, dans les tout derniers épisodes de la saison 3, 2-3 qui font jonction avec la première partie et la seconde partie de Batailleville. Cette carte est juste insane. Shinato, bien sûr que c'est emblématique dans l'animé. Et d'ailleurs, on va parler de cartes dans le même duel qui vont opposer Yugi et Joey à Noah, et ça va être tout simplement le chevalier du flamboiement des ténèbres, et j'en bégaye tellement cette carte, elle est incroyable. La fusion entre le magicien sombre et le spadassin des flammes, qu'est-ce que c'est classe, on va pas se mentir. Cette fusion, elle est insane, et en plus, elle va avoir un effet qui va permettre de faire venir un autre monstre encore plus fort dans l'animé. Mais n'empêche, cette fusion est largement emblématique. Elle est quand même au même niveau pour moi que le dragon crâne noir, c'est vous dire. Justement, quand cette carte va quitter le terrain à cause d'un combat et qu'elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir invoquer le chevalier Mirage, qui est la suite logique de cette combo Yuki-Joey. Et pareil, le chevalier Mirage, c'est énormément emblématique à mes yeux. C'est encore une fois dans le duel final contre Noah. Et rien que pour ça, bien sûr qu'on va la classer dans emblématique pour l'animé. Bon, par contre, après l'enchaînement de ces trois cartes, le dragon furieux, il va pas être foufou dans toute cette histoire parce que lui, ok, je crois qu'il apparaît dans l'animé, c'est un gros ton à 3500, mais est-ce que pour autant il nous a marqué et on s'en souvient? Pour moi, il est clairement dans le côté oubliable de cette méta. Là, on va passer sur une carte où je sens que je vais faire des mécontents. On va parler de Exodia Necros. Alors, Exodia Necros, c'est une carte assez marquante dans l'animé parce qu'elle est jouée par Gozaburo Kaiba, le père de Kaiba, adoptif de Kaiba. Et cette carte est sa carte maîtresse dans leur duel. Sauf que, est-ce qu'elle est jouée dans le jeu? Non. Est-ce que c'est un moment emblématique ou marquant de l'animé? Pas pour autant. Donc, à mes yeux, et là je sens que je vais faire beaucoup de pas contents sur cette décision, je vais clairement le mettre dans mention honorable pour l'animé, même pas pour le jeu. Après, encore une fois, les commentaires sont là pour ça. Débattez et dites-moi où est-ce que vous l'auriez mis et pourquoi. On va passer sur la première accélération de ce set DCR qui pour l'instant était jusqu'ici assez intéressant, surtout pour l'animé. Mais je vous avoue que le panda Gyakugire, le gobelin à la loyauté parfaite, le désespoir des ténèbres, le Majou Garzette, la crainte des ténèbres et Chic le jaune scorpion noir, c'est pas des cartes très marquantes ou emblématiques tout ça. Bien sûr, on va donc remplir la catégorie jamais entendu parler Miskin qui jusqu'ici était plutôt vide. C'est la première fois qu'on s'attarde aussi tard sur cette catégorie pour une vidéo collection. En parlant de catégorie, juste ici, vous voyez que emblématique dans le jeu a pas mal été bolossé, mais ça va changer justement avec la dame guerrière Dédé. Cette carte, elle est beaucoup trop forte pour l'époque. Après le calcul des dommages, lorsque cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez le bannir. C'est trop fort. Ça, vous la suicidez sur un gros boss monster adverse,
il le perd. Définitivement, parce qu'à l'époque, récupérer des cartes bannies, c'est pas monnaie courante. Rien que pour ça, bien sûr, on va la mettre dans emblématique pour le jeu. Quand même, enfin, on va remplir cette catégorie. Bon, par contre, juste derrière, 1000 aiguilles. Comment vous dire? J'ai même plus envie de le dire tellement je le dis trop dans cette série de vidéos, mais on va le placer juste là, à côté de Chick, là, le gars dont on n'entend pas forcément parler. Par contre, dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'arche de Shinato, matérialisée au moment du duel Noah contre Yugi, je m'en souviens très bien, elle était gigantesque en plus, elle est en arrière-plan derrière lui. Ça, c'est la carte qui va lui permettre d'invoquer après son boss monster Shinato, bien sûr. Donc rien que pour ça. Vous vous doutez bien. Elle va aller dans la même catégorie que sa petite sœur Shinato. On va la mettre dans emblématique pour l'animer. Ce qui ne sera pas le cas, d'accord avec le Maître des Ténèbres. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette carte? Est-ce qu'elle a été jouée un jour? À part dans les Dark Arc Démons, c'est pas ouf, donc jamais entendu parler. Mais la carte juste derrière, le contrat avec Exodia. Alors, c'est terrible ce que je vais dire, hein. Ça va avec Exodia Necros, donc dans la logique, on va la placer dans la même catégorie qu'elle, oui, mais surtout parce qu'elle est très badass cette carte. L'artwork, regardez-moi ça. Exodia avec les espèces de tombes de ces 5 parties là, c'est monumental, c'est trop stylé, donc rien que pour ça. On va la mettre juste à côté de sa grande sœur dans la catégorie mention honorable. Alors là, messieurs, dames, préparez-vous à un défilé de 15 cartes qui vont être totalement bolossées par votre serviteur, parce que, eh bien déjà, il va y avoir beaucoup de magie d'équipement. Il va y avoir Elma, la dague papillon, Syl, l'arc d'étoile filante, Graal, la hache gravitationnelle. Vous remarquez d'ailleurs, si vous avez bien suivi, que au début, c'est le nom des monstres gardiens. C'est les armes et les magies d'équipement qui correspondent à chaque monstre gardien joué par Raphaël dans l'animé. Mais bon, honnêtement, je m'en souviens pas des masses, je sais même pas s'il les joue, j'en ai plus souvenir. Derrière, va y avoir Baou, Qu'est, c'est à chaque fois un clin d'œil et les armes pour chaque monstre, c'est quand même balèze. Triss, épée jumelle. Précieuse carte de l'au-delà, pareil, pas foufou. La baguette de l'œil de l'esprit qui fait beaucoup penser aux objets du Millennium, mais bon, pas non plus trop, l'œil il est un peu chelou en arrière-plan. Le Faerie du printemps. Jeton d'action de grâce. Hausse de morale. Zone de neutralisation des sorts. Barrière vers une autre dimension. Dernier ordre de combat. Défenseur résolu, et je crois qu'on a fait le tour. Tout ça, et bah ça va remplir juste ici la catégorie jamais entendu parler, et ça risque de faire 2 voire même 3 lignes au total. Et voilà pour la dernière, et vous voyez effectivement que ça fait au total 3 lignes. Ça a rempli d'un coup la catégorie. On va quand même changer d'air et de catégorie avec le trio Ojama. On parle de Yu-Gi-Oh! GX là un petit peu, Chat Priston, tout ça, les monstres les plus pourris, je pense, du jeu, et il va quand même réussir à faire des trucs avec. Bah ça évidemment que c'est marquant, ça a été un petit peu joué aussi. Mais cette carte honnêtement, on va la glisser dans mention honorable parce que c'est quand même les Ojama. Alors juste derrière par contre, le voleur de l'arsenal qui est certainement en lien avec le deck de Raphaël qui était un deck équipement si ma mémoire est bonne, d'où toutes les cartes qu'on a passées, eh bien j'en ai pas souvenir de foufou. Donc honnêtement, jamais entendu parler. Par contre, et on va enfin à nouveau remplir la catégorie emblématique pour le jeu, même si c'est une carte immonde, horrible, j'en perds limite mes mots, c'est Absorption de compétences, qui apparaît du coup pour la première fois dans la crise des ténèbres, et qui fait extrêmement mal. Payer 1000 points de vie, piège continu, plus aucun monstre sur le terrain n'a d'effet. C'est vraiment pas beau. Ça a été beaucoup exploité et joué dans les decks Eldritch Zombie il y a pas si longtemps que ça. C'est une carte qu'on voit encore de temps en temps, qui maintenant est jouable à 3 exemplaires. Et rien que parce que du coup elle est encore jouée, on l'a vu il y a pas si longtemps que ça, bien sûr qu'elle va aller dans emblématique pour le jeu, et je pense qu'à l'époque, les gens n'y avaient pas forcément beaucoup pensé, vu que les cartes n'étaient pas non plus folles, et il n'y avait pas des masses d'effets à faire sur le terrain, mais honnêtement, ça peut être game changer dans beaucoup de cas. On va refaire une petite parenthèse et bolosser une carte avec repos définitivement éternel, détruisez tous les monstres équipés avec une ou plusieurs cartes d'équipement. Alors j'aime beaucoup, l'extension introduit énormément de magie d'équipement, du coup ils mettent de l'anti-magie d'équipement qui va avec. Il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Donc cette carte, bien évidemment, j'en ai pas entendu parler des masses, je ne sais pas vous, mais du coup, jamais entendu parler. Par contre, le planeur du Kaiser, alors ça,
Ça, c'est une des cartes que Kaiba adore jouer énormément à partir d'un certain moment de l'anime. On va beaucoup la voir dans son deck. Donc évidemment, vous savez où ça va finir. On va la glisser dans emblématique pour l'anime juste ici. On va rester dans le deck d'ailleurs de l'ennemi de Yugi avec le transporteur interdimensionnel de matière. Alors ça, c'est une carte assez intéressante stratégiquement. Ça permet de bannir un monstre face recto qu'on contrôle jusqu'à la phase pour éviter qu'il soit détruit par des effets ou ce genre de trucs. Bien sûr, elle est dans le deck de Kaiba. Elle est jouée respectivement dans un combat contre Yugi puis contre Joey. Donc écoutez, je pense que peu d'entre vous se rappellent de cette carte. On va quand même la mettre dans mention honorable du côté de l'anime parce qu'elle est jouée par Kaiba. Autre carte d'ailleurs très emblématique, encore dans le deck de Kaiba, la ristourne. Elle va permettre d'invoquer beaucoup plus rapidement les gros monstres de Kaiba, plus particulièrement le dragon blanc aux yeux bleus. Il la joue dès le royaume des duellistes, si ma mémoire est bonne, je suis plus très sûr, mais cette carte évidemment est extrêmement forte. À l'époque, elle va pas mal bouleverser le jeu aussi, mais je pense qu'elle est plus emblématique du côté de l'anime avec Kaiba. Donc bien sûr, on va la glisser dans cette catégorie. On va faire une toute petite accélération avec Gaga Gigo, même si cette carte a une petite histoire assez intéressante en termes de lore, je m'y attaquerai peut-être un jour. En termes de jeu d'anime, c'est méconnaissable. Et l'entraîneur des dés, un peu pareil. Du coup, ces deux-là, on va tout de suite les glisser dans la catégorie jamais entendu parler miskin. Mais encore une fois, on va faire un petit bond dans le futur et parler de GX avec l'Ojama vert. Ça, c'est un des monstres du fameux trio, joué par Chaz Princeton, encore une fois. Donc, est-ce que j'ai besoin de plus le présenter? Ces petits monstres très bruyants qui vont pas arrêter de piailler dans ses oreilles tout au long des saisons. C'est un peu un running gag dans GX. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que les Ojama m'ont marqué. Donc, bien sûr qu'ils vont finir dans emblématique pour l'anime. On va à nouveau faire une maxi accélération concernant 16 cartes et ça va être particulièrement des cartes Arc Démon. On va commencer avec l'Arc Démon Soldat. Tout ça, ça fait normalement partie d'un deck, d'un antagoniste de Yu-Gi-Oh! GX qu'on va appeler le duelliste des ombres, qui va combattre Jaden, un petit peu marquant avec son demi-masque un petit peu version théâtre qu'il porte sur le visage. En attendant du coup l'Arc Démon Soldat, l'ours de la garde du Pandémonium, le samouraï Sasuke numéro 2, Gorg le Fort, Manae l'épineux, le chien marron exceptionnel, bon là on est hors Arc Démon, Grand Majou Garzette, le forgeron Kotetsu, le gobelin Cupide, Méphiste le général abominable, on commence à rentrer dans les démons, le pion ignoble Arc Démon. D'ailleurs, parenthèse, dans la thématique des échecs, il n'y avait pas du tout que le chevalier du roi, de la reine et du valet de Yugi, il y avait aussi un peu plus tard tous les arcs démons, donc il y avait le pion, le chevalier, le fou, la tour, la reine et le roi de la terreur, Arc Démon. Et tout ça, c'est plutôt assez cool pour faire un petit archétype échec. Mais bon, on est là pour jouer à Yu-Gi-Oh!, pas pour jouer aux échecs. Et toutes ces cartes, je suis bien désolé, mais pour moi, ça me parle pas du tout. Donc la petite catégorie juste ici, on va faire une 5e ligne. Hein. Et bah, une carte près, j'ai failli avoir tort. Mais non, on est déjà à 5 lignes pour jamais entendu parler. Ça s'accélère d'un coup là, hein. Mais bon, c'est comme ça. DCR, c'était tout l'un ou tout l'autre visiblement. Donc pour rentrer dans de l'Arc Démon un peu plus emblématique, on va s'attaquer au crâne Arc Démon d'éclair. Déjà, il y a des vibes de crâne invoqué de Yugi, donc ça c'est banger. Et ça c'était le boss monster du fameux duelliste des ombres dont je vous ai parlé juste avant, qui s'appelle d'ailleurs Titan dans certaines versions OCG du personnage. Il le sort dans son duel contre Jaden, donc bien sûr que c'est quand même un peu emblématique et marquant, donc rien que pour ça, et je vais devoir faire des petites étapes. Hop là, il va rentrer dans emblématique pour l'anime. Ce ne sera pas le cas du tout de la grosse poiscaille juste derrière qui est la lunatite, le parasite métallisant. Bah ça très honnêtement, allez hop juste là, à côté des arcs démons. Et là on va avoir peut-être une petite mention honorable parce que ça fait longtemps. Il va y avoir Tsukuyumi. Tsukuyumi qui est une carte énormément jouée au moment où elle sort à l'époque, parce que la mécanique des monstres spirites est quand même assez intéressante, il y a des trucs plutôt cool à faire, elle remonte en main à chaque fin de tour, et il y a quand même des petits combos assez drôles à faire, c'est surtout grâce à Zulu que je vais la mettre dans cette catégorie, je pense qu'elle a clairement le droit à sa petite mention honorable pour le jeu. Et là on va passer à un groupement de cartes qui incarne à lui seul un duelliste en particulier. Bien sûr, ça va être Shitsu Ishtar, la sœur de Marek, le grand méchant de la saison 2-3 de l'anime Yu-Gi-Oh! Parce que Mudora, Keldo, Kelbek, Zolga et Agido sont des cartes qui vont être énormément jouées par ce personnage. Ces cartes, elles vont être quand même un peu emblématiques et marquantes dans l'anime parce qu'elles sont jouées par ce personnage. Elle est quand même attachante, donc on va les glisser dans mention honorable pour l'anime, je pense. C'était d'ailleurs le premier shot de 5 cartes qui va remplir autant cette catégorie, je pense, et on est à la limite d'avoir une deuxième ligne. On va encore faire une accélération, et là encore, je risque de faire des mécontents. Donnez-moi vos avis, comme d'habitude, débattez, prouvez-moi que j'ai
j'ai eu tort. On commence avec le Seigneur de la Flamme légendaire, qui pour le coup n'est pas très marquant. Zork le Maître des Ténèbres. Alors, le big boss final de la dernière saison de Yu-Gi-Oh! Monster Duel avec Yugi le Pharaon, tout ça, s'appelle Zork. Est-ce que c'est la même carte? Je ne suis pas sûr. Elle n'est pas symbolisée pareil. C'est pas le même type de monstre, pas la même tête non plus, c'est pas le même design. Si c'était le Zork qu'on connaît dans la saison finale de l'anime, bien sûr, il serait pas là. Mais là, pour le coup, je pense que je vais le bolosser. Duplication de sort, c'est marrant, mais voilà, c'est pas forcément joué ou marquant. Entraîné dans la tombe, il y en a certains qui me diront que je suis fou, mais ça c'est pareil, c'est pas forcément hyper fort pour l'époque. L'épreuve du feu, c'est certainement pour le monstre du début qu'on a bolossé, mais c'est pareil. Le contrat avec les abysses, même punition. Le contrat avec le maître des ténèbres, ça fait trop de paperasse, donc on passe. Effondrement, je crois que c'est pas la même carte que éboulement, je confonds les deux pour le coup, donc ça c'est pareil, magie d'équipement, pas foufou. Échec et mat, qui va avec l'archétype qu'on a vu tout à l'heure, les arcs démons, pions, reines, etc. Le Cestus de Dalga, qui je crois est une magie d'équipement et des armes à une des cartes de Shitsu Ishtar. Je crois que c'est Mudora, si ma mémoire est bonne. Et on repart depuis le début. Et là, je vais juste vous dire que juste ici, cette catégorie, encore une fois, elle va être remplie d'un coup. Et c'est la 6e ligne pour jamais entendu parler pour cette extension. Est-ce qu'on va battre le record des précédentes boîtes avec DCR? Je crois que le max qu'on ait fait, justement, c'était 6 lignes. Alors, est-ce que là, il y en aura 7? On verra. Alors là, on va passer à un de mes petits coups de cœur personnels, c'est pareil, Final Countdown. Bref, à part avoir la chanson dans la tête, qu'est-ce que ça fait? C'est une des cartes les plus drôles du jeu, je trouve. On paye 2000 points de vie après l'activation de cette carte. Si 20 tours sont passés, on gagne. C'est une des rares cartes de l'époque, hormis Exodia, qui nous fait gagner d'une autre manière que la meule ou la perte de points de vie, donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui savent, pourquoi cette carte est limitée à 1. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi elle a été limitée autant, pourquoi elle n'est pas à 3 exemplaires, parce que sur le papier, ça fait pas grand-chose. Bien sûr, rien que pour son côté un peu drôle et emblématique, elle va finir dans mention honorable pour le jeu. Là, on va passer rapidement 2 petites cartes. Le serment de l'arc démon, qui est joué certainement dans le même deck qu'on a vu tout à l'heure avec tous les monstres arc démon, et l'assemblée des scorpions noirs, qui est clairement la pire carte possible à jouer avec toute cette petite troupe là, avec Don Zaloug. Honnêtement, désolé, mais on va les bolosser très très fort. Voilà, on va glisser ces deux-là juste ici. Par contre, ce sera peut-être le cas de d'autres personnes qui regarderont ces vidéos, à part moi qui suis un fou de l'animé, mais le Pandémonium, joué justement par le fameux duelliste des ombres contre Jaden, dans ce fameux duel, cette carte elle m'a pas mal marqué parce que son animation, son invocation dans l'animé est assez emblématique, je trouve. Ça devient dark, il joue déjà dans une grotte, donc c'est déjà pas foufou niveau ambiance, mais ça va rendre le truc encore plus dark, ça va donner une dimension vraiment sérieuse au duel, et moi j'en ai un souvenir assez mémorable de cette carte, donc c'est pas non plus un truc emblématique de fou, mais c'est marquant, donc rien que pour ça, pour l'entre-deux, on va la mettre dans mention honorable pour l'animé, je pense. Dernière accélération de cette vidéo, et oui, on est déjà vers la fin de cette extension et de cette collection. Je vous avoue que l'hôtel sacrificiel, l'âme gelée, l'angoisse de combat, la coalition des scorpions noirs, le rugissement de l'arc démon et la relance 2D, on en a un peu rien à faire. Donc on va remplir gentiment toute cette petite catégorie qui risque de passer à ric-rac à une nouvelle ligne, mais non. Pour cette vidéo, je pense qu'on va s'en tenir à 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes bien remplies, mine de rien. Je tenais à m'arrêter sur cette carte qui va remplir encore une fois la catégorie jamais entendu parler, parce que je la trouve claquée au sol. Dissipation de magie, je crois que c'est le pire contre-piège de l'histoire. Défausser 2 cartes de votre main pour annuler l'activation d'une carte magie et la détruire. De plus, regardez dans la main et le deck de votre adversaire si vous trouvez des cartes magie du même nom que la carte magie détruite, envoyez-les toutes au cimetière. Alors pour moins cher, il y a un truc qui s'appelle Malédiction de la magie, qui est extrêmement fort, qui est aussi un contre-piège, qui va annuler la carte, et qui va empêcher l'adversaire de jouer la carte avec le même nom de tout le duel. Ça, bien évidemment, j'en ai jamais entendu parler, c'était pour l'anecdote, mais cette carte en jeu, elle est horrible. Donc bien entendu, j'en ai jamais vraiment entendu parler. Ce qui n'est pas du tout le cas du piège normal juste derrière, cette bonne vieille armure de Sakuretsu. Et ça, c'était vraiment la commune qu'on voulait à tout prix à l'époque. On voulait la choper pour détruire un monstre attaquant de l'adversaire. C'était trop fort. Beaucoup trop fort. En plus, ça permettait de gérer les gros tons de l'époque, les dragons blancs et autres dingueries. Et c'était plutôt gratuit, mine de rien, parce que c'est pas une carte en rareté. Donc c'était une des cartes les plus accessibles en rétro pour
avoir une réponse à l'attaque de l'adversaire. Bien sûr que cette carte va dans emblématique pour le jeu, il y en a que 3, faudrait peut-être remplir un peu plus cette catégorie. Et d'ailleurs, c'est pas avec la lueur d'espoir que ça va faire quelque chose et remplir ce côté-là. Donc clairement, on va arriver à la limite de la catégorie jamais entendu parler miskin, parce qu'honnêtement, c'est pas foufou, lueur d'espoir. Pour les 2 dernières cartes de cette vidéo, messieurs, dames, on va s'attaquer à la famille Ishtar, à nouveau, et on commence par le contre-coup sacrificiel, joué par la sœur de Marek. Cette carte, elle a été montrée au moment du duel qui opposait Kaiba à Shitsu, et très honnêtement, je m'en rappelle pas forcément des masses, mais elle est dans son deck, elle a été jouée à un moment assez important du duel, je crois, mais c'est pas non plus un truc très marquant, beaucoup moins que la dernière carte de cette extension qui arrive juste après. En tout cas, le contre-coup sacrificiel, je suis désolé, mais pour moi, elle est dans oubliable, parce que mine de rien, je m'en souviens, mais c'est pas un truc non plus très marquant. Ce qui n'est clairement pas le cas de la dernière carte de cette extension, une belle secret rare comme d'habitude, et ce sera le jugement d'Anubis, qui est joué par ce personnage très important qui est Odillon, qui va être la clé du vrillage psychologique de Marek, mais ce qui va aussi l'aider à tenir, mine de rien. Cette carte, elle est jouée par ce personnage, je m'en rappelle très bien d'ailleurs, parce que, encore une fois, l'invocation et l'animation de ces statues d'Anubis étaient plutôt marquantes. Je crois d'ailleurs de mémoire que c'était dans le duel l'opposant à Joey, et franchement, elle va quand même avoir le droit à sa petite mention honorable, cette carte. Et voilà. On a fait le tour de la crise des ténèbres, cette extension énormément emblématique pour les collectionneurs, encore une fois. D'ailleurs, s'il y en a dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce petit full set vous fait kiffer. Je crois qu'aujourd'hui, avec les prix, même des reprints, ça devient mais complètement débile. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, à raison, que c'est très bizarre que les cartes réimprimées des 25 ans, pour certaines, coûtent plus cher que leur version old school rétro. C'est un peu dommage. Pour le bilan de cette vidéo, du coup, emblématique dans l'animé et pas mal rempli, notamment grâce aux gardiens, à Shinato et aux cartes jouées par Kaiba, Yugi ou Joey. Donc, heureusement qu'elles sont là pour avoir un petit peu de consistance dans cette catégorie. L'emblématique pour le jeu, là, on va dire que c'est pas vraiment ça pour cette extension. Les mentions honorables, heureusement, il y en a quelques-unes, encore une fois, majoritairement grâce à l'animé. Les oubliables, bon, je ne vais pas faire de commentaires. Et pareil pour les jamais entendus parler, je crois, d'ailleurs, dites-le moi si jamais vous avez comparé les tableaux à chaque vidéo, mais je crois que c'est la vidéo pour laquelle c'est un des tableaux les plus remplis depuis la légende du dragon blanc aux yeux bleus. C'est quand même balèze. Sur ce, j'espère que ce petit tour de full set 25 ans sur DCR vous aura plu. Et sinon, surtout, je vous dis comme d'habitude, à samedi prochain, midi, c'était Slifer.